Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Break the Wall. Je suis Stéphane Bego, staff architecte à Payfit. Aujourd'hui, on va parler de lean management, on va parler d'entrepreneuriat et d'IA. Dans cet épisode, nous accueillons Nicolas Boutin, CTO de GoJob. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi? Bien sûr que je peux parler de moi. Pour me présenter rapidement, moi donc je vais avoir 35 ans bientôt et bientôt un quatrième enfant. J'habite du coup dans la région d'Aix-en-Provence, cette magnifique région. Et voilà, et moi je suis issu de, enfin je viens de Paris. J'ai fait des études d'ingé. Après voilà un parcours scolaire assez classique et je me suis lancé assez rapidement dans tout le monde de la tech parce que voilà j'avais ce côté bah, très intéressé par les sujets tech. À la base, je voulais être initialement travailler construire des ponts et des routes, comme je disais à mes parents quand j'étais jeune. Finalement, je construis des ponts et des routes, mais plutôt virtuels. Virtuel. Voilà. Et Très vite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat dès la fin de tes études. Tu peux nous parler un petit peu de cette première expérience? ouais, alors c'est une expérience qui a été particulièrement difficile. Donc, je pense que c'est tout ce contexte dans ce podcast. Moi, j'ai monté un business avant même de sortir d'école. Mon père a lui-même créé sa propre entreprise, donc je pense qu'il y avait un peu voilà, cet héritage-là que j'avais reçu de mon père. Et puis, et du coup, je me suis lancé très vite dans créer c'était un cabinet de conseil pour les petites entreprises dans leur accompagnement, dans leur transformation digitale. C'était ça le pitch, grosso modo. Et du coup, j'y ai passé, ça a duré quoi, un an et demi. Euh, et ça a été un an et demi de très très riches expériences, même si ça a aussi été une année et demie particulièrement difficile professionnellement. Difficile parce qu'en fait, moi j'ai cherché d'abord à m'associer. Mhm. Très vite, j'ai cherché à m'associer. Euh, J'avais initié le business avec un premier client. Ce premier client-là, il avait acheté avant tout je pense, une capacité à savoir structurer, organiser, et puis également une connaissance de l'environnement technologique et puis des enjeux potentiels de chaque business. Mais dès lors que j'ai cherché à m'associer, en fait, je suis rentré dans une phase assez compliquée parce que bah, l'association, enfin, le fait de vouloir scaler, de vouloir grandir dans ce type de business, en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est un business qui est très lié à soi, Mm. à sa manière de faire, à sa manière d'être. Et en fait, dès lors que on cherche à aller recruter d'autres personnes, en fait, on doit se démultiplier et c'est le client, enfin, c'est très difficile de faire accepter ça au client. Et donc ça a été quelque chose d'assez difficile. Et puis la deuxième chose difficile, c'est que je pense que j'ai un tempérament très impulsif et qui aime bien faire les choses à fond et bien. Et du coup, dans ce genre de business, on peut parfois y perdre notre âme et du coup aller au-delà de ses limites physiques pour accomplir les missions qui m'étaient confiées. Et en fait, je me suis retrouvé effectivement dans des situations physiques qui n'étaient pas agréables. J'ai notamment contracté une maladie que du coup j'ai maintenant et du coup j'ai décidé d'arrêter l'entrepreneuriat à la naissance de mon premier fils. D'accord. Euh, tu disais que tu avais du mal enfin que tu as eu du mal à grossir parce que tu devais te démultiplier, etc. J'imagine dans ce genre d'entreprise de transformation, tu vends une vision aussi, pas que donc tu recrutais des gens qui avaient la même vision que toi ou tu essayais de les faire monter ou J'ai essayé de recruter d'abord quelqu'un plutôt profil commercial pour qu'effectivement j'ai essayé sur lequel on partageait la même vision. Ensuite, quelqu'un plutôt technique, donc un CTO avec qui on partageait une vision commune. Donc il y avait une vision commune. Après, il y a un enjeu qui était de comment est-ce que j'arrivais à vendre autre chose que moi qui interviens pour mon client en fait. Hmm, Et c'est ça qui était difficile plus que la partie vraiment d'accord, partage de la vision et vision commune. ok. Et t'as fait quoi alors du coup après avoir arrêté? Euh, j'ai eu donc l'opportunité, mon dernier client m'a proposé de racheter la boîte et puis me proposer d'être CTO. Deuxième échec, c'est que du coup j'ai intégré une boîte dans laquelle en fait, il y avait des gros problèmes de gouvernance et au-delà de gouvernance, de gestion, je dirais, au-delà de la gouvernance.
Et du coup, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que la boîte avait une dette de plusieurs millions et que du coup, elle était plus solvable et que j'étais dans une entreprise en fait avec pas d'avenir possible quoi. Et donc ça c'est le premier axe, c'est-à-dire que je suis devenu CTO dans une boîte qui avait un très beau produit sur le papier, mais qui dans la réalité avait du mal à vendre, était très mal géré et avait un produit qui en fait était que du fake. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que euh, moi j'ai rejoint cette boîte en tant que CTO, alors qu'à l'époque j'avais très peu d'expérience dans le développement Mm. et donc de connaissances intrinsèques sur comment builder un produit scalable, robuste et sur du long terme. Et du coup, recruter dans ce cadre-là, ça a été particulièrement difficile. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à changer complètement de braquet pour euh, acquérir des fondations solides sur des fondations techniques solides. Au-delà de techniques, d'ailleurs, des fondations, enfin, je dirais des compétences solides sur comment builder un produit at scale qui a de Mm. l'impact et qui sert ses utilisateurs, quoi. Et c'est pour ça que j'ai du coup complètement switché à partir à la fin de cette expérience, quoi. D'accord. Très rapidement. Du coup, c'est des bases d'architecture en gros dont tu avais besoin. Ouais, je pense qu'il y avait plein de Enfin, choses, mais il y avait effectivement la partie juste faire, quoi, mm. apprendre à faire, à produire, quoi, Et à manager, quoi. à créer, enfin, développer des features, quoi. Ça, c'était le premier point. Et écrire du code, quoi. Après, il y avait le deuxième aspect qui était concevoir des produits, Mm. je pense. Et donc ça, c'est parler avec le business, comprendre quels étaient les enjeux du business et comprendre comment est-ce que le produit pouvait répondre à ces problématiques business. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et puis après, il y avait le troisième enjeu qui était effectivement toute la partie réflexion en termes d'architecture, de lien avec les différents systèmes externes et comment est-ce que on crée le produit, enfin on crée les bonnes briques qui sont bien liées avec les différents systèmes externes. Et puis potentiellement, on fait aussi du make or buy ou par partenaire, quoi. Donc on va peut-être aller chercher des briques Mm. qu'on ne va pas construire nous-mêmes. Donc toute cette capacité à réfléchir à comment architecturer un produit et comment répondre en fait aux problématiques du business de la manière la plus efficiente et la plus pragmatique possible. Euh, et du coup, ça c'est vraiment ce que j'ai cherché à développer après, parce qu'en fait c'est des skills que je n'avais pas acquises et que ma conviction c'est que pour être un bon CTO, il faut avoir des skills. Enfin, il faut avoir j'aime bien dire triple casquette, produit, pardon, technique, business, et puis business/produit, et puis people. Mm. Et effectivement, moi, il me manquait certaines de ces skills-là, et c'était essentiel que je les acquière. Du coup, comment tu t'y es pris pour acquérir ces trois briques? C'est une très bonne question. J'avais plusieurs opportunités suite à cette expérience de CTO. J'avais 3 opportunités différentes. J'avais être le troisième associé d'une boîte qui s'appelle Payfit. Ah, ça, je connais. Voilà. Je crois que tu connais bien, effectivement. Donc ça, c'était une des opportunités que j'ai eues. J'ai eu une deuxième opportunité pour être product manager dans une boîte d'assurance qui cartonnait bien à cette époque-ci et qui continue à bien cartonner d'ailleurs, et qui développait tout son département digital. Et puis de rejoindre en tant que software engineer, du coup, Théodo, Mm. qui me faisait la promesse à l'époque et qui l'a fait toujours de devenir CTO en 5 ans. Et du coup, le choix était, il fallait faire le choix. L'aventure entrepreneuriale m'attirait énormément, Mm. mais j'étais dans une phase personnelle de vie où j'avais besoin de retrouver un équilibre et de la stabilité, ouais, Mm. exactement. Ça, c'était pour l'aspect voilà, entrepreneurial. Et puis après, moi, j'avais besoin également d'acquérir des compétences, une fois de plus, techniques solides. Mm. Et pour ça, j'étais convaincu que c'était en faisant du dev et en développant ces compétences-là que j'acquérirais ces compétences-là. Donc, mon choix s'est orienté vers Théodo. Tu es resté 5 ans du coup? Tu y es resté 5 ans? Et tu es passé CTO au bout de 5 ans, c'est ça? Donc, je suis effectivement resté 5 ans chez Théodo. Alors, bon, j'ai eu un parcours ultra intéressant. Enfin, c'est vraiment une très très belle boîte. Surtout en début de carrière, ça permet de développer, enfin, vraiment de se développer et de progresser énormément. Et du coup,
j'ai fait 2 ans en tant que dev. Et là, j'intervenais sur des missions. Alors, au début, je suis plutôt intervenu chez des grands groupes. Puis rapidement, j'ai demandé à être sur des missions avec un peu plus de challenge et de proximité avec les enjeux business/produit. Et du coup, j'ai pas mal travaillé dans des équipes pour des startups/TPE, PME qui cherchaient à vraiment transformer la manière d'opérer leur business et de servir leurs clients via la techno. Et donc, on développait des produits pour ces clients-là. Et, euh, et très vite, du coup, j'ai progressé chez Théodo et donc je suis devenu assez vite lead dev, ou on appelait ça architecte à l'époque, mais je trouve que lead est le bon terme. Également coach, c'est l'équivalent de manager chez Théodo. Et puis après, CTO as a service. Et là, j'ai eu 2 années passionnantes où j'ai accompagné des startups qui étaient dans la phase de scale, donc qui avaient trouvé le product market fit et qui devaient passer à l'échelle, à transformer leur organisation tech et produit pour à la fois en termes de talent et à la fois en termes de plateforme et puis également de delivery, quoi, de les aider à accélérer ou à remettre de la capacité d'innovation et d'agilité, parce que ce que j'ai pris conscience dans chacune des boîtes dans lesquelles j'étais, c'est que au début, on va très vite et on fait beaucoup de choses très vite. Et au bout d'un moment, en fait, il y a un peu le syndrome de, en fait, on a été tellement vite et on a construit tellement de choses qu'on n'arrive plus rien à toucher sans tout péter, de un. Et de deux, Plafond de verre du legacy. plafond de verre du legacy exactement. Et de deux, le côté beaucoup de bugs aussi, et surtout quand ça scale, comme ça n'a pas forcément été pensé et construit pour scaler. Et du coup, donc ça, ce double enjeu-là, et troisième enjeu, pardon, troisième enjeu, c'est l'enjeu people. C'est que on rentre dans des phases où souvent les gens qui étaient là au début et qui sont vraiment donnés corps et âme pour construire les produits initiaux, rentrent dans des phases où parfois ça peut être un peu difficile et où il peut y avoir du conflit qui se crée entre la partie business et puis le produit et puis de la distance. Et là, comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien et faire en sorte que on soit tous dans le même bateau et qu'on ait tous envie d'aller dans la même direction. Et du coup, là, j'ai eu trois expériences passionnantes où j'ai à la fois accompagné l'équipe, à la fois accompagné la partie technique slash delivery et puis la partie produit pour se remettre dans cette dynamique-là de recréer de la valeur, être capable d'itérer, d'innover et puis également de créer une dynamique d'équipe positive. Avec un dernier enjeu qui était l'enjeu du rôle du CTO. C'est-à-dire que dans ces entreprises-là, je rejoignais une entreprise où il y avait déjà un CTO. Et l'idée, c'était comment coacher le CTO pour qu'il trouve la meilleure place en fonction de ses compétences, appétences et des problématiques de l'entreprise. Du coup, tu dirais que tu as réussi à progresser sur tes 3 piliers au sein de Théodo. Ouais. Et tu aurais sur chacun de ces 3 piliers un exemple concret de gros murs que tu aurais dû franchir, que ce soit technique, people, etc. On va commencer par le technique, Ouais. parce que je pense que c'est là où j'ai eu le plus de mal à le franchir. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué chez Théodo, mais effectivement, pour progresser chez Théodo, il y a ce qu'on appelle des niveaux dans Carrière Pass. Et pour passer un niveau, on passe ce qu'on appelle un hub, c'est une sorte de jury où il y a 4 personnes, et puis on va essayer de passer un niveau. Et du coup, les niveaux, c'est rookie, pro, expert, craftsman et hacker. Et moi, j'ai eu un enjeu à un moment, c'est que, en fait, j'ai une appétence technique, mais j'ai aussi une très forte appétence business. Et donc, au bout d'un moment, j'avais un bon vernis technique, mais j'avais pas été vraiment en profondeur et creuser des sujets techniques un peu profonds. Et ce qui faisait que dès qu'on me challengeait un peu sur la technique, j'avais un peu du mal je me faisais un peu chahuter. Et lorsque j'ai voulu passer un up donc expert à Craftsman, du coup j'ai tenté à plusieurs reprises et à chaque fois je me prenais un no-go. Et pourquoi je me prenais un no-go? C'est parce que justement j'avais un vernis technique trop faible entre guillemets, où surtout j'avais pas assez creusé la technique et du coup j'étais pas assez solide et robuste et assez légitime pour pouvoir passer au niveau d'après.
C'est Euh, marrant, j'aurais dit que plus tu montes en level et plus on va essayer justement de voir à plus haut niveau, tu vois, d'étendre un peu les connaissances au plus large, tu sais. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est le principe de la T-shape, quoi. Ouais, Mais pour étendre, il faut avoir ouais, le T, enfin ouais, la ouais, bien barre du sûr. T, quoi. Parce que Ouais, si t'as pas la barre du T, en fait, tu as du mal à étendre, en fait. ouais, Parce c'est que vrai. as du mal à être ancré, en fait. Et du coup, moi, ce qui me manquait, c'était vraiment Ok, la barre je verticale du comprends. T. Et j'avais réussi à pas mal. Mon problème, c'était pas tant d'étendre mon niveau, enfin, mon niveau de connaissance, mais c'était vraiment d'avoir une connaissance approfondie et solide sur certains topics, pas sur tous les topics. Hein. Mhm. L'objectif, c'est pas d'être expert sur tout, on n'est jamais expert sur tout, Ouais. il faut être expert sur un sujet. Et du coup, ouais, c'était un peu ce sujet. Donc ça a été quelque chose de dur, à la fois humainement et puis même en termes voilà, de mur que je me suis pris, quoi, parce que il a fallu que je m'y Mhm. mette, et que je me retrousse les manches, et que j'y aille, et que je sortais et de sortir de ma zone de confort et de plaisir. Et ça a été un peu dur, même si, in fine, en fait, une fois que je m'y étais mis, bah, forcément, tu as un sentiment de satisfaction hyper fort, et puis surtout, ta légitimité, elle explose, Ouais. et là, c'est super cool. Donc ça, c'est sur l'aspect technique. Sur Business, l'aspect people, people d'abord. ouais, sur l'aspect people, je pense que ouais, ce que j'ai envie de partager là, c'est j'ai eu donc j'étais coach chez Théodo quand j'étais coach chez Théodo. Du coup, je coachais entre 3 et 5 personnes de Théodo. Et je me souviens avoir coaché notamment, et ça rejoint d'ailleurs le sujet technique, hein, mais je me souviens d'avoir coaché, d'avoir été coach d'un nouveau qui malheureusement est parti au bout de 6 mois ou 7 mois parce qu'en en fait, il était extrêmement fort techniquement Mhm. et il avait du mal à rentrer dans la culture de la boîte. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de mal à le challenger parce que j'étais hyper dogmatique dans mon approche et que j'avais du mal à lui faire comprendre, à l'accompagner dans l'évolution de son mindset. Alors je suis convaincu qu'il avait cette capacité à vraiment avoir un top mindset et en plus il était vraiment bon techniquement. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai du mal à le faire switcher, c'est parce que j'avais pas suffisamment d'ancrage technique et que du coup bah, j'avais pas La un, légitimité. ou la légitimité, ouais, déjà la légitimité et puis aussi un, un lieu où on se Mhm. retrouvait, où on partageait. Et du coup, bah, quand on partage pas avec quelqu'un, bah, on a du mal à le faire grandir et à le faire évoluer. Donc ça, c'est sur l'aspect people. Et après, sur l'aspect business produit, je pense que c'est une mission chez un client qui gère des cliniques privées. On nous avait donné comme mission de développer tout un espace pour les patients quand ils vont dans les cliniques. Et moi, j'avais pas mal challengé le product manager de l'époque pour voir comment est-ce qu'on crée des choses qui avaient vraiment de la valeur qui apportaient un vrai impact significatif à la boîte. Et in fine, ce qu'on a construit, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le projet n'a pas continué, c'est que bah, en fait, ça n'avait pas cet impact, ça n'avait pas un vrai impact sur les services et sur la manière dont l'entreprise fonctionnait, et du coup, sur soit le PNL derrière, soit les ventes, voilà, Mhm. soit la croissance. Et du coup, bah, en fait, on s'est un peu retrouvé bec dans l'eau parce qu'on n'avait pas su, et je pense que c'est très lié aussi en amont au moment de la vente, mais on n'avait pas su embarquer suffisamment les stakeholders business et les sponsors et comprendre suffisamment les enjeux, euh, je sais pas si c'est corporate ou business de l'entreprise, pour permettre de leur apporter les meilleures solutions pour répondre à leurs problématiques. Alors, qu'est-ce que tu as fait entre Théodo et GoJob du coup? J'ai directement switché de Théodo à GoJob. Ah, directement, Ouais, d'accord, il ouais, n'y a, ouais. rien eu au Il milieu. n'y a Ok, rien au milieu. d'accord. Euh, Alors, bah, vas-y, parle-nous un peu de GoJob déjà. C'est quoi GoJob? Alors peut-être la bascule entre Théodo et GoJob, avant d'aller Ouais. sur GoJob, pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai décidé de quitter Théodo et de rejoindre GoJob euh, Quitter Théodo, j'arrivais à un moment où bah, j'avais énormément appris, j'avais énormément grandi chez Théodo et je me sentais entre guillemets prêt pour affronter, entre guillemets, enfin prendre les rênes d'une équipe Mm. sur du long terme. Parce que la frustration que j'avais chez Théodo, c'est que bah, je changeais de mission tous les 6 mois et donc bah, je récoltais entre guillemets pas les fruits de tout Mm. ce que j'avais construit et je voyais pas les difficultés non plus et les enjeux et les challenges dans la durée de la construction de ce genre d'équipe et dans l'accompagnement, dans
le fait d'être dans une entreprise sur du long terme. Donc moi, j'avais vraiment cette volonté d'avoir plus de perspectives et de voir les impacts de ce que je construisais sur du long terme. Et du coup, bah, très vite, je me suis dit, OK, ça fait 5 ans, c'est parfait, let's go. J'ai toujours rêvé d'être CTO d'une scale-up. Bon, l'avantage, c'est que dans ce domaine-là, on est souvent approché. Ouais. Et du coup, bah, j'ai eu cette opportunité-là. Un jour, je reçois un message sur LinkedIn une recruteuse et qui me dit, qui me propose justement un job de CTO à Aix. Et bon, c'était un changement de vie et en même temps un changement de job. Et il y avait une vraie question à se poser. Nous, avec ma femme, on a toujours rêvé de vivre dans le sud. Mhm. Et donc, du coup, bah, quand l'opportunité s'est présentée, ni une ni deux, j'étais sur l'occasion. J'ai assez vite rencontré Pascal, du coup, qui est fondateur de VotJob. Et puis, la mayonnaise a prise quasiment instantanément. Le fit était là. Et du coup, bah, j'ai assez vite décidé de rejoindre l'aventure. D'abord CTO uniquement, et puis ensuite j'ai pris les rôles produits, enfin, la responsabilité du produit et de la data, ce qui m'a amené vers un rôle de CPT aujourd'hui. D'accord. Tu peux nous parler un peu de GoJob du coup? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quels sont les enjeux du moment? Alors GoJob, déjà, c'est une très très belle aventure qui a été créée avec une mission sociale forte et qui anime vraiment chacune des personnes qui sont chez GoJob. Et ça, c'est ce que je trouve qui est assez extraordinaire de réussir à avoir construit une entreprise qui est autant animée par ce qu'elle cherche à impacter dans le monde, qui est de redonner du travail à chacun et notamment aux jeunes et éloignés de l'emploi, avec un objectif de construire un monde plus fraternel. Euh, Notre conviction, c'est que le travail et la capacité à progresser sont vecteurs de dignité et d'inclusion sociale. Et donc, en redonnant du travail à chacun, on va créer un monde plus juste et plus fraternel. Ça, c'est vraiment, je dirais, la vocation sociale de GoJob. On est aussi une boîte privée, voilà, qui doit générer du coup du revenu. Et on est des personnes très ambitieuses et qui avons envie de monter un leader dans le domaine de l'emploi dans le monde. Et, et du coup, bah, il y a aussi des grosses ambitions business chez GoJob. GoJob, ça fait 9 ans que ça existe. Au début, du coup, pour résoudre cette mission sociale, on s'est lancé dans le domaine de l'intérim parce que c'était à la fois un domaine dans lequel le contrat est un contrat qui n'est pas aussi précaire que ce que peuvent être les plateformes de la gig economy, tout ce qui est auto-entrepreneuriat et autres. Donc ça, c'était quelque chose qui était hyper important, c'est-à-dire d'essayer de réduire le plus possible la précarité de ce type de personnes. Et puis ensuite, deuxième énorme avantage de l'intérim, c'est que ça nous permet de nous-mêmes employer les personnes. Aujourd'hui, on emploie environ 10 000 personnes par mois, donc ce qui commence à être un très gros chiffre. Et en fait, ce qui fait que ça nous permet d'acquérir énormément de données sur ces personnes-là, parce que comme c'est nous qui les faisons travailler, on sait comment ça se passe, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent, et du coup, on est capable d'apprendre et d'engranger beaucoup de données. Troisième conviction forte, c'est que tout ce qu'on a construit, on construit avec de la tech et de la data, c'est qu'on est convaincu que c'est par la tech et la data qu'on va résoudre ce problème du marché de l'emploi. Donc, ce que je disais, c'est on a commencé à se lancer dans l'intérim en étant un pur player de l'intérim. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agence en propre. On opère à 100% depuis nos bureaux à Aix et après, on a des équipes opérationnelles, bien sûr, en local. Et donc, ça, c'est voilà, pure player avec une plateforme technologique du coup assez développée qui permet deux axes, accélérer et améliorer la qualité de la partie staffing, c'est-à-dire de trouver des missions pour les travailleurs et de trouver des travailleurs pour les jobs que nos clients nous confient. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est une fois qu'on a signé le contrat avec le travailleur, l'intérimaire, bah, c'est de l'accompagner dans toute sa mission pour lui offrir des services qui sont les meilleurs possibles et assurer à notre client un service le meilleur possible également sur toute la partie suivi de l'intérimaire. Donc ça, on a fait ça pendant 9 ans. On a développé
des technos assez uniques sur le marché, basés sur de l'IA, du coup de l'intelligence artificielle. Et il y a 2 ans maintenant, au moment de l'arrivée de GPT, on s'est dit, tiens, enfin, il y a quelque chose à faire pour le monde de l'emploi. On est convaincu que les LLM sont des enablers pour améliorer significativement les problématiques et les contraintes de ce marché. Et du coup, on a lancé il y a 2 ans un agent conversationnel qui est capable, et, enfin plus qu'un agent conversationnel, en fait un assistant pour chacun de nos recruteurs pour l'aider à se concentrer sur là où il a la valeur, c'est-à-dire sur l'humain, sur la relation humaine entre lui et les candidats et sur la relation humaine entre lui et les clients. Et s'assurer qu'il y a le meilleur matching possible entre le candidat et le client. Concrètement, ça a radicalement changé la manière dont on opère le business parce que on est passé de un recruteur passe 50 appels pour mettre une personne en mission à un recruteur passe entre 1 et 2 appels pour mettre une personne en mission. Et qu'est-ce qu'il fait ce LLM exactement, concrètement, justement? Ce LLM, donc ce qu'il va faire, il y a 2 briques essentielles. Hein. Il y a la brique de targeting et de matching qui est capable d'identifier quels sont les candidats avec lesquels je vais interagir pour une offre, qui sont les candidats pertinents, donc les top 10, 20, 50 candidats dans ma base de 2 millions de candidats ou de 3 millions ou de 5 millions de candidats. Ça, c'est directement avec les bases vectorielles du LLM que vous faites ça, ou vous avez un machine learning à côté? Ça, c'est un machine learning propriétaire qu'on a développé depuis 9 ans. D'accord. Qui est capable et qui se base sur toute la donnée qu'on a sur nos candidats, sur toute la donnée qu'on a sur les offres d'emploi, sur toute la donnée qu'on a sur nos clients, sur toute la donnée qu'on a sur le marché de l'emploi, pour être capable de identifier, du coup, pour une offre donnée à un instant T donné dans un bassin d'emploi, quels sont les bons candidats, les candidats les plus pertinents pour le job. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la partie agent conversationnel qui va du coup entrer en interaction avec chacun des candidats qui ont été shortlistés par l'algo de matching et qui va être capable de faire ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire vérifier les prérequis qui sont spécifiques pour le job, vérifier les données qui ne sont plus fraîches dans la donnée qu'on a et être capable du coup de mettre dans les mains du recruteur des candidats qui sont pertinents, motivés, disponibles pour le job. Ce qui fait que aujourd'hui, quand le recruteur prend son appel, appelle ces candidats-là, d'une part, il sait que ces candidats sont disponibles, motivés et ont les prérequis essentiels pour le job. Et d'autre part, il arrive à les avoir au téléphone. Ouais. Et du coup, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en fait, le temps qu'il passe au téléphone avec les candidats, c'est un temps qui est extrêmement qualitatif et qui est concentré à 100% sur l'humain. Du coup, j'ai 2 questions pour toi. Quand tu es rentré chez GoJob, est-ce que tu as eu des surprises, des mauvaises surprises par exemple, en essayant d'être le plus transparent possible est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses, des murs que tu t'es pris quand tu es rentré chez GoJob? Et même question avec l'IA, l'intégration de l'IA chez GoJob, est-ce que le legacy le permettait? Est-ce que vous avez dû vraiment avoir une grosse transformation, des choses comme ça pour réussir à l'intégrer? Voilà. Ouais, je pense que quand tu arrives dans une nouvelle aventure, surtout avec ce type de job-là, mais je dirais même avec ce type de job, mais c'est que tu as un enjeu de prendre tes marques, d'acquérir ta légitimité et puis de poser entre guillemets ta marque de fabrique. Moi, personnellement, le démarrage chez GoJob, enfin les premiers mois, se sont plutôt assez bien passés. C'était dur parce que voilà, il y avait une équipe qui était en souffrance, parce que il y avait des enjeux de scale, à la fois en termes de people et puis également en termes de produits, parce qu'il y avait des enjeux business aussi. On est dans un business qui est difficile et il fallait délivrer le business et du coup, il y avait pas mal d'enjeux. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est quand, après avoir un peu restructuré l'équipe et donné un cap, je me suis retrouvé à avoir des gens qui ont décidé de partir d'eux-mêmes, sans que moi j'aurais soumis l'idée. Et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans une situation où j'étais arrivé il y a 6-12 mois, j'étais pas capable de gérer seul ni avec 3-4 personnes, j'avais besoin de quelques personnes clés et que j'ai quelques personnes clés qui ont décidé de partir.
Là, je me suis trouvé dans une situation assez difficile et entre guillemets angoissante où je me suis dit, bah, attends, voilà, comment est-ce qu'on fait pour ne pas que enfin, que ça s'effrite, quoi. Et donc là, bah, heureusement, j'avais déjà mis en place un process de recrutement. Il y avait déjà un super recruteur dans l'équipe qui nous aidait énormément. Et puis on a pu trouver des talents qui nous ont permis un peu de poser des fondations là où il en manquait et puis de renforcer l'édifice, je dirais, pour s'assurer que voilà, ça tienne dans la durée. Donc ça, je dirais, premier gros enjeu. Et puis deuxième gros enjeu, c'est en termes de légitimité. Moi, c'était la première fois que je rentrais dans un comité exécutif. Et dans un comité exécutif, bah, ton rôle en tant que CTO n'est pas juste de gérer l'équipe produit et tech et data, mais c'est également d'orienter la stratégie et les décisions de la boîte, que ce soit business, que ce soit finance, que ce soit corporate. Et du coup, bah, c'est être capable de prendre cette envergure-là. Et pour le coup, je me suis fait coacher sur ce sujet-là, parce que j'ai ressenti le besoin d'avoir un coaching. Et ça m'a énormément aidé à grandir, à franchir un step et à me sentir pleinement légitime et à ma place pour orienter la stratégie et les décisions importantes de la boîte. C'est venu de toi, cette envie d'être coaché Oui, c'est clairement venu de moi parce que je sentais que j'atteignais un palier ou un plafond de verre et que j'avais besoin pour passer l'étape d'un coaching, un coaching d'exec pour m'aider à vraiment prendre toute la dimension du rôle. Tu penses que c'est important pour toi de la remise en question dans des rôles importants comme ça? Ah, moi, je pense que c'est essentiel. C'est une culture, la remise en question. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture GoJob et que je trouve vraiment essentiel, hein, que ce soit du CEO au stagiaire, on est tous dans cette démarche-là de savoir se remettre en question, même si on a des convictions fortes. Voilà, on sait tous se remettre en question et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour continuer à grandir. Moi, ça fait partie des éléments clés que je vérifie systématiquement en entretien de recrutement. Parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas ouvert à apprendre, qui ne se remet pas en question, ne peut pas apprendre. Et que si quelqu'un n'apprend pas, en fait, il ne grandit pas et du coup, il n'est pas capable de collaborer, il n'est pas capable de travailler en équipe. Et pour moi, c'est un des critères clés pour une équipe, d'avoir des team players qui sont des team players. Absolument. Ça, c'est pour te répondre sur la partie arriver chez GoJob. Ouais. Je vais te reparler de l'IA, je vais reformuler ma question. Concernant l'IA chez GoJob et la mise en place de l'IA chez GoJob, j'ai l'expérience que quand tu commences à vouloir mettre en place du machine learning dans une data legacy qui n'est pas forcément fraîche, enfin, les principales difficultés, c'est la data justement. Parce qu'il faut une data propre pour avoir un machine learning qui marche correctement. Est-ce que la data chez GoJob le permettait de mettre en place ce machine learning ou est-ce que tu as vu des difficultés avec ça et comment tu l'as solutionné, voilà, si tu as eu le problème? J'ai envie de répondre par oui et non à la question. C'est-à-dire que oui, on avait de la data propre chez GoJob quand je suis arrivé. Quelle data propre on avait? On avait la donnée sur les CV et la donnée sur les candidats. Donc on avait de la donnée sur les candidats et sur les CV, c'est-à-dire qu'on savait quelles étaient les candidatures des candidats, quels étaient leurs CV, on pouvait lire leur CV, parser leur CV, comprendre ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, on avait de la donnée qui était pertinente, juste et fraîche, entre guillemets. Donc ça, c'est ce qui nous a permis très vite de pouvoir avoir un algo qui tourne en prod, performant. En revanche, l'autre enjeu qu'on avait, c'est pour avoir de la donnée pertinente, il faut que sur ce que tu produis, il faut que tes utilisateurs, les gens qui utilisent ton produit, l'utilisent bien, l'utilisent bien. Et ça, pour le coup, ça a été mon principal challenge des 4 dernières années, et ça continue à l'être aujourd'hui. C'est comment est-ce que tu fais pour construire un produit et mettre dans les mains de tes je dirais stakeholder business, quoi, un produit qui réponde à leurs problématiques et qui fait qu'ils l'utilisent dans leur quotidien, sachant que c'est des personnes qui sont opérationnelles sur le terrain, qui n'ont pas forcément une appétence forte avec la technologie, et donc qui peuvent avoir du mal à utiliser l'outil correctement, d'une part, et puis d'autre part, sachant que ton produit, quand je suis arrivé, il avait les qualités qu'il avait, mais aussi tous les défauts qu'il avait, il répondait à certaines problématiques, certains types de business, pas d'autres, et donc tu as tous ces enjeux-là.
et sachant que un des éléments clés dans le machine learning, c'est d'avoir de la donnée qui te permette de la donnée labellisée, quoi, qui te permettent d'apprendre. Les principes du machine learning, hein, c'est qu'il faut apprendre, et pour apprendre, il faut avoir de la donnée labellisée. Et pour avoir de la donnée labellisée, pardon, effectivement, il faut que tu sois capable de récupérer l'output pour avoir l'output humain pour avoir le feedback. Et du coup, bah, voilà, ça a été mon travail principal, c'est comment est-ce que tu fais pour construire un produit qui est utilisé par l'utilisateur. Et pour ça, je pense que c'est le challenge de toute organisation produit, c'est d'avoir des features simples, des produits faciles à utiliser qui répondent à des vrais problèmes. Un give to take, idéalement, pour te permettre de te dire, ouais, en fait, si je l'utilise, ça m'aide, ça me change la vie. Et donc à ce moment-là, bah ouais, en fait, j'utilise. Une équipe adoption slash change qui est là pour accompagner l'utilisateur dans le changement. Des champions, qui sont particulièrement appétents pour la techno et qui sentent que ça les aide et du coup qui vont un peu diffuser la bonne parole autour d'eux. Voilà, c'est ça le principal challenge pour moi sur la donnée. C'est intéressant ce que tu dis, ça va me permettre de basculer sur la partie management, tiens, justement, de personnes. Comment tu fais pour incentiver ces champions, justement, ces équipes de change management, etc., pour leur donner envie de s'investir là-dedans? C'est quoi en général ces personnes? C'est des devs? C'est des... Ah non, ouais, Non, là, c'est des personnes du produit, c'est des personnes, c'est surtout des personnes, non, c'est des personnes du business. du business? Ouais, c'est-à-dire que c'est des opérationnels qui ont une appétence forte pour la techno D'accord. et du coup qui vont être tes champions entre guillemets en interne, c'est-à-dire que c'est eux qui vont diffuser auprès de leurs pairs la techno et qui vont du coup réussir à leverager, ouais, à créer une sorte de dynamique positive autour de ce que tu crées quoi, comme produit. Ok. Tu dirais que tu es ambassadeur du lean management? Ou pas? Ah ouais, si. Moi, c'est ma philosophie. Le lean management, il faut faire attention parce que ça peut être vu de manière assez différente. Moi, c'est une philosophie qui m'inspire dans mon quotidien, dans le management, au-delà du management des équipes, je dirais, même dans la création et la construction de l'entreprise, quoi, au sens large. Parce que, pour plein de raisons, mais d'une part parce que je trouve que c'est une philosophie qui euh, a la double avantage de se focaliser sur comment est-ce que j'apporte de la valeur à mes clients et comment est-ce que je crée de la valeur auprès de mes clients de manière efficace et pragmatique, et qui également se focalise sur comment je développe une organisation et des personnes et comment je fais en sorte que les personnes soient le mieux possible, soient dans la meilleure configuration possible pour réussir et réussissent. Et donc c'est ultra positif comme philosophie managériale, ultra cohérent et ultra aligné, je trouve, avec la culture actuelle. Tu peux l'expliquer en quelques lignes, en quelques phrases? Est-ce que c'est le lean Ouais. management? Ouais. Je pense que je l'ai un peu dit là, mais moi j'aime bien résumer ça en réconcilier le sourire du client avec le sourire du collaborateur. C'est comment est-ce que tu effectivement mets les équipes dans une dynamique positive en les focalisant sur rendre tes clients contents. Et du coup, tu crées un cercle vertueux où en fait, en rendant tes clients contents, tu développes ton business, ton entreprise va bien, tu renvoies de la good vibes aussi, tes équipes sont dans une bonne dynamique, elles se focalisent sur rendre tes clients contents et du coup, tu rentres dans cette playing wheel. Comment tu le mets en place dans une entreprise qui le fait pas? Alors, moi, déjà, juste comment je suis tombé dedans, entre guillemets, comment je suis tombé dans la marmite, moi, c'est chez Théodo. Hein, Théodo est clairement une boîte qui s'inspire beaucoup du lean et qui essaye de vraiment avoir une culture lean et une philosophie et imprégnée de cette philosophie lean. Et du coup, moi, j'ai énormément appris de mes 5 années chez Théodo. Et du coup, quand je suis arrivé chez GoJob, je me suis dit, je veux continuer à utiliser et à m'inspirer de cette philosophie pour le management de mes équipes et pour la manière de piloter l'entreprise. Et ce qui tombe bien, c'est que c'était très
proche de la culture GoJob existante, où c'est une culture qui est très ancrée sur le terrain, très ancrée sur l'humain, et très ancrée sur se mettre à la place de son client et comprendre les problématiques de ses clients pour les résoudre, quoi. Et donc, du coup, en fait, il y a eu une sorte de match qui s'est fait assez naturellement. Alors, bien sûr, avec tout ne matchait pas parfaitement, mais il y avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient assez proches et assez similaires, du coup, qui m'ont permis de très vite euh, intégrer cette philosophie-là dans, dans l'organisation. Ça, c'est l'aspect, c'est le verre à moitié plein. Si je regarde le verre à moitié vide, euh, si je regarde le verre à moitié vide, bah, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles bah, je n'étais pas forcément aligné sur la manière de faire et tout ça. Et là, bah, très simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai essayé de mettre en place les pratiques et la manière de faire dans mon organisation, euh, avec les personnes que je manageais en direct, de diffuser ça à travers ces personnes-là dans dans les autres équipes avec lesquelles ces personnes-là travaillaient. Et du coup, progressivement, bah, d'étendre cette manière de faire, cette manière de penser euh, par, entre guillemets, une sorte de. Par l'exemple, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou par voilà, réussir en faisant ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré dans la culture de l'entreprise. Et donc voilà, je pense que c'est. Ouais. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, et je dirais qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin. Ouais, continue d'apprendre chaque jour et de faire évoluer chaque jour. Et je pense que ça rejoint, ouais, juste peut-être pour compléter là-dessus, ça rejoint un point qu'on a vu tout à l'heure sur l'humilité et la capacité de se remettre en question. Le lean, c'est avant tout que la personne, que chacun se remette en question, et en premier, celui qui porte cette vision et cette vision de l'organisation et cette façon de faire, bah, c'est à lui de se remettre en question. On arrive au dernier chapitre de ce podcast, du coup, une rétrospective de ta carrière, d'un point de vue un peu plus global. Si tu devais justement regarder en arrière, quel serait pour toi le fait le plus marquant, le plus gros mur que tu t'es pris dans toute ta carrière? Peut-être que c'est quelque chose dont tu as déjà parlé, ou autre chose. Il y a eu pas mal de murs, donc Celui dont... Ouais, le premier auquel tu penses, quoi. Tu vois, ouais, je pense que c'est celui dont j'ai parlé, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est lorsque j'ai, du coup, en sortie d'école, décidé de créer mon entreprise, et que je me suis rendu compte, au bout d'un an et demi, que j'avais pas réussi à créer un business qui euh, était pérenne, scalable, et qui permettait de, voilà, de construire une entreprise, quoi. Et qu'en parallèle de ça, j'avais abîmé ma vie perso. C'est-à-dire que c'était entre guillemets noir sur les deux tableaux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se remettre en question parce qu'il faut dire, ok, il y a un problème. Ouais. Quand on a à la fois le pro et le perso qui flanchent, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche, quoi. ouais, t'es pas à ta place. C'est pas ta place, exactement. Et du coup là, il faut très vite réagir et se remettre en question et se dire, ok, il faut que je change. Moi, j'ai eu l'avantage, la chance, je dirais, d'avoir une alerte physique, physiologique, qui a fait que je me suis dit, ok, il faut que je change. Je ne sais pas si je n'avais pas eu cette alerte-là, j'aurais aussi vite changé. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à ton toi plus jeune? Ce que je dirais à mon moi plus jeune quand j'ai monté ma boîte, c'est, je dirais, deux conseils. Le premier, c'est ancre-toi sur des compétences solides avant de te dire que tu vas monter un business, quoi. Et plus tu as une expérience et des compétences solides, plus ce que tu vas construire sera pérenne, durable et, et solide, bien ancré dans les fondations. C'est le premier axe. La barre du thé. La barre du thé, exactement. La barre verticale du thé. Et le deuxième, pour moi, la deuxième chose que je dirais, c'est n'y va pas tout seul et entoure-toi de personnes, de A-players qui vont avec toi au combat,
te complètent et qui te permettent de ne pas te cramer et de ne pas te brûler les ailes. Comment tu vois le rôle de CTO dans les années à venir, euh, avec l'émergence de l'IA générative, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il y aura partout demain, qu'il faut absolument prendre en compte dès maintenant? Ou est-ce que tu penses que c'est un effet de mode? Okay. Moi, j'ai une conviction très forte, c'est d'ailleurs le virage qu'on a pris très tôt chez GoJob, c'est que l'IA générative, ça va radicalement transformer euh, nos manières de faire, nos manières de vivre et les produits qu'on utilise au quotidien. Euh, c'est une techno qui est encore ultra émergente. Hein. Je pense qu'on est comme dans les années 2000, même avant les années 2000 de l'Internet. Il y a encore on sent qu'il y a encore beaucoup d'émulsion et euh, euh, beaucoup de choses qui se passent sur ce domaine-là. C'est encore une techno très jeune et très récente, mais qui va vraiment, pour moi, radicalement changer beaucoup de choses sur la manière dont, je dirais l'économie vit aujourd'hui et nos sociétés vivent. Et du coup, pour moi, il y a un vrai enjeu à prendre le virage, comme il fallait prendre le virage de l'Internet en 2000. Et le rôle du CTO, comme qu'il y ait l'IA générative ou pas, pour moi, c'est d'être d'une part précurseur, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de visionnaire de se dire bah, il faut prendre ce virage et en être convaincu soi-même déjà. Je dirais que c'est le premier rôle, c'est de se convaincre soi-même. Et le deuxième, bah, c'est euh, d'embarquer les gens autour de soi dans ce virage pour que ce soit pas un virage qui soit pris en mode directive top-down, mais que les personnes qui sont autour de soi, quoi, autour du CTO, aient cette conviction forte et soient moteur et driver dans le fait de prendre ce virage. Pas être tout seul. Ouais, pas être tout seul, exactement. Je pense que le rôle d'un CTO, c'est avant tout de transmettre une vision et d'embarquer des gens autour de soi et non pas de donner une direction et puis d'imposer cette direction à tout le monde. Parce que nous, très concrètement, hein, si je prends l'exemple de GoJob, comment est-ce que la techno qu'on a sortie récemment est sortie, c'est pas parce que j'ai eu l'idée et un jour en me réveillant et que j'ai dit bah, c'est comme ça qu'on va faire. Quoi. C'est des personnes de l'équipe qui, ensemble, connaissant très bien les enjeux business, connaissant très bien les contraintes techniques, se passionnant pour le sujet des LLM et de GPT, et puis avec un esprit entrepreneurial et passionné, se sont dit tiens, on va essayer ça, et puis au final, bah, ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Toute dernière question, qui rejoint un peu les deux d'avant, hein. Je te le cache pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite devenir CTO? C'est une très bonne question. Alors, pour moi, il y a plusieurs types de CTO. Hein. Il y a des CTO qui sont plus tech, des CTO qui sont plus business. Et je pense que chaque CTO est différent. Je pense que c'est important de l'entendre, de se le dire ça. Et du coup, bah, je dirais en numéro un, c'est d'aller vers ce vers quoi tu as envie d'aller. C'est-à-dire que si tu as envie si tu as plutôt un profil technique, bah, aller vers un rôle de CTO plutôt technique. Si tu as plutôt un profil, je sais pas, produit business, bah, aller plutôt vers un rôle avec la partie produit. Si tu as si t'as plutôt une passion pour l'humain, bah, aller vers un rôle où c'est beaucoup du management. Enfin, voilà, donc chacun est, je pense, très libre. J'avais rencontré l'ex-CTO de Job Teaser qui m'avait pas mal inspiré et qui, lui, par exemple, se disait qu'il fallait qu'il code entre une demi-journée et une journée par semaine. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement jamais fait depuis que je suis CTO. Parce que voilà, j'en ai pas ressenti le besoin et que dans mon équilibre et dans ma façon de voir mon rôle, bah, j'avais pas ce besoin-là. Du coup, on arrive au terme de cette deuxième émission. Merci à Mistral Studio qui nous a accueillis ici. Merci Nicolas. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci Stéphane. Et si j'ai peut-être deux mots de la fin, je peux? Vas-y, une phrase de la fin. Deux phrases. De la fin. Deux phrases. Le premier, c'est, je pense, en termes de conseils, je dirais, de carrière, mais c'est, voilà, suivez ce qui vous passionne, ce qui vous anime.
Je pense qu'il n'y a pas de job, enfin de job qui est fait pour. Enfin, chaque job est. Enfin, il faut tailor son job en fonction de soi, quoi. Et il faut vraiment pas se faire enfin pardon, faut pas être dogmatique dans la manière on- dont on, dont on définit notre carrière. Il faut plutôt chercher à saisir les opportunités qui y arrivent et développer les compétences et les orientations qui te permettent de, voilà, d'être là où tu dois être, quoi. Donc ça, je pense que c'est je sais pas si c'est très clair. Premier mot de la fin. Et deuxième mot de la fin, sur toute la partie IA, on a beaucoup dit que la Generative AI allait transformer radicalement la manière dont nos sociétés allaient vivre. Et je pense qu'on a un grand rôle à jouer. Et nous, chez GoJob, on veut jouer ce rôle de s'assurer qu'on place ces technologies-là au bon niveau et qu'on mette toujours l'humain au service de la techno, pardon, l'IA au service de l'humain et non pas l'inverse. Et je pense que c'est un point qui est essentiel dans la manière dont nous on pense la technologie, qui est très inspiré du Lean aussi, du Lean Engineering, et de comment est-ce que Toyota construit ses voitures, et qui pour moi est essentiel à la fois pour, je pense, le bien de l'humanité, mais également dans la manière de penser des produits pour qu'ils soient le plus adaptés à tes utilisateurs. Merci Nico. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci.